L'Âge de cristal, produit par la MGM en 1976, est un film de science-fiction qui nous confronte à un monde futuriste où les citoyens enfermés sous un dôme vivent une vie insouciante soumise à la condition de mourir à 30 ans. Ceci afin de limiter la surpopulation. Dans ce monde d'apparence idéale qui a tous les aspects d'un parc d'attractions, la notion de famille ayant complètement disparu, les citoyens indifférenciés sont nommés par un prénom suivi d'un numéro. Logan 5, Jessica 6, Francis 7. Les enfants n'appartiennent plus à leurs parents, lesquels, réduits à l'état de géniteurs, n'éprouvent aucun sentiment d'amour à l'égard de leur progéniture. Une humanité sans racines, sans famille, sans passé et sans avenir, dont l'utilité sociale est déterminée par la seule existence biologique. L'euthanasie généralisée est présentée comme un moment de fête, à l'intérieur d'une arène où se déchaînent les passions au moment où un rayon laser pulvérise les corps en lévitation. Selon une croyance proche du New Age et des techniques actuelles de développement personnel, les citoyens se persuadent que leur mise à mort équivaut à une renaissance. La vie de chacun est conditionnée par un cristal rougeoyant, sorte d'horloge biologique qui détermine la durée de la vie. Ce cristal pourrait être l'équivalent d'un sérum qu'on pourrait destiner à limiter la vie humaine. On voit d'ailleurs, au tout début du film, des nourrissons à qui on a incrusté le dit cristal, à peine sortis du ventre de leur mère. Le cristal devenu clignotant indique que le temps de vie touche à sa fin et qu'il faut se rendre dans l'arène pour accéder à la renaissance. Certains individus éveillés ayant compris que le carrousel, nom donné à la cérémonie de mise à mort, n'est rien d'autre qu'un génocide programmé, cherchent à s'enfuir pour gagner l'extérieur, dont on les a pourtant assurés qu'il n'existait pas. Ces fugitifs sont traqués par des lignées, qui empêchent leur fuite et les tuent sans état d'âme quand c'est nécessaire. Un système de reconnaissance faciale est utilisé pour identifier les fugitifs abattus, lesquels sont chimiquement désintégrés, ce monde totalitaire n'admettant ni cérémonie funèbre, ni sépulture. Dans une scène du film, on peut voir Logan 5 connecté sur un réseau virtuel à la recherche d'une partenaire d'un soir. Après un bref zapping, il porte son choix sur Jessica 6, qui se matérialise dans son salon. Scène totalement irréaliste pour le spectateur de 1976, mais prémonitoire pour le spectateur d'aujourd'hui qui y voit une représentation de nos actuels réseaux sociaux. Dans ce monde où on tue en masse, la mort, et ce exactement comme dans les discours de développement personnel que nous connaissons aujourd'hui, est supposée ne pas exister. On ne dit pas tuer, mais terminer, selon l'emploi de la novlangue orwellienne. Un monde sécularisé où toute référence divine est éliminée au profit d'une seule croyance à l'horloge du temps qui limite la vie. La main dont la paume contient le cristal de vie est d'ailleurs le seul monument public, substitué aux anciennes statues des dieux grecs ou de l'image du Christ des sociétés chrétiennes. Société hypersexualisée basée sur le plaisir de n'exister que dans l'instant présent, où l'attitude positive domine autant que le culte du corps. On voit tout le monde se promener sourire aux lèvres dans un décor uniformisé, aseptisé, baigné de lumière douce et de sons feutrés. Un monde uniculturel, uniracial et mésomorphe, dans lequel toute possibilité de se distinguer, ne serait-ce que par un vêtement, est exclue. Les véhicules autopilotés, placés sur des rails, ne permettent d'évoluer que vers des destinations prédéterminées. Un monde où les individus conditionnés à la pensée unique ne peuvent admettre aucune autre vérité, en l'occurrence qu'il existe un monde extérieur où il est possible de vivre vieux. Les individus réfractaires sont abandonnés dans des zones de non-droit hermétiques au reste de la cité. Sous cette apparente paix universelle où la violence, les classes sociales, la maladie et la vieillesse ont disparu, se cache un monde thanatique où l'individu réifié n'a même plus besoin d'une autorité biologique pour être dominé. On peut même dire que dans le film, l'autodiscipline est devenue un attribut supplémentaire de la nature humaine. Aucune autorité n'impose aucune règle,
Mais un système policier fait de limiers et régulé par un superordinateur se charge de faire imposer ses règles de la manière la plus stricte. La principale de ces règles étant de ne pas chercher à connaître l'au-delà du dôme, ni même de se questionner sur sa possible existence. Les citoyens, prisonniers d'une loi martiale dont ils n'ont pas conscience, ignorent toute notion d'intimité. Épiés dans tout leur trajet par des caméras de surveillance dans un territoire quadrillé, on donne l'alerte dès que l'un d'eux franchit les balises, où il trouve toujours un limier pour le ramener au sein du troupeau. On peut se demander toutefois quelle nécessité y a-t-il eu à maintenir en vie une humanité qui, d'après la représentation qu'en donne le film, n'est même pas nécessaire à la production marchande. Dans la même perspective d'un monde futur, Metropolis, film tourné en 1926, est une dystopie dans laquelle est encore possible la lutte des classes. On y voit des travailleurs asservis par une élite autoritaire, jouissant des labeurs prolétaires qui parviennent à se révolter. Seul un pouvoir incarné développe un intérêt à maintenir dans l'ignorance et la sanction un peuple qui l'utilise à son profit, et si le maître disparaît, l'esclave n'a alors plus aucune raison d'être, selon cette pensée d'Étienne de la Boétie où l'existence du premier n'est possible que par la soumission du second. La réponse à la question pourquoi une masse soumise continue-t-elle à exister s'il n'y a plus de maître se trouve dans le titre français du film, L'âge de cristal, plus percutant et plus significatif que le titre original Logan's Run. Il s'agit du prolongement des 4 âges décrits par Ovide dans les Métamorphoses. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. L'âge d'or étant celui où se confondent travail et loisir, l'âge de cristal serait alors l'âge du loisir pur, puisqu'on ne voit personne travailler d'aucune manière dans cette cité futuriste, montrée, mais c'est un lieu commun de la science-fiction, comme une société antique, ne serait-ce que par les vêtements que portent les femmes, mais aussi par de nombreux éléments du décor. Cette société du loisir déjà présente dans le mythe de Prométhée, plus chimérique que jamais à l'heure actuelle où le temps de travail ne cesse d'être remis en question, cette société du loisir est dans le film chose accomplie, et seule raison d'être de l'espèce humaine. Ne serait-ce pas ici une représentation du totalitarisme suprême, celui précisément où l'homme s'autochosifie sans que même la peur de mourir ne l'y contraigne, puisque la mort dans le film est mise en spectacle dans un son et lumière acclamés, la distance entre Eros et Thanatos désormais abolie, l'un étant confondu dans l'autre. Cette société qui pouvait paraître utopique au moment où le film a été distribué, rappelons-le 1976, est désormais palpable à plus d'un égard dans sa représentation esthétique, sociale, sociétale et bien évidemment morale. Il ne nous resterait plus que quelques encablures pour la voir en miroir de notre époque, voire en rétro-miroir avec la validation de l'euthanasie et la mise au rencard des personnes âgées. Dans le film, la division mathématique du temps qui rive les êtres humains au cadran de leur horloge a complètement disparu. Toute notion de passé et de futur ayant été définitivement abolie, les habitants de la cité ne vivent plus désormais qu'un instant présent. Selon le principe des heures sacrées propres aux loges maçonniques, où l'initié sait que le passé n'existant plus, il est inutile de vouloir corriger ses fautes, tout aussi inutile que de vouloir envisager l'avenir. Seul compte le présent, éclairé par le cristal rouge. Le film cependant nous amène vers une issue heureuse, dans la mesure où un couple de rebelles parvient à retrouver un nouveau jardin d'Éden depuis lequel il pourra libérer l'humanité prisonnière. Dans l'au-delà du monde se trouve un territoire ancien dévasté par des fléaux post-apocalyptiques qu'il n'est pas nécessaire de nommer. C'est la reconquête du paradis perdu. Si le dernier plan du film nous montre un groupe de jeunes gens entourant un vieillard qui leur prouve qu'il faut croire en l'avenir, l'intention du film n'est pas de nous éveiller à un quelconque message d'espoir, mais d'instiller dans nos esprits, fussent-ils les plus réfractaires à la crainte de l'avenir, la perspective que l'humanité est, quoi qu'on fasse, conditionnée par un totalitarisme inévitable. Le cinéma étant l'expression de l'image, ce sont ces images qui vont imprégner la mémoire du public. Ces images sont celles du monde que nous connaissons, définitivement perdu, au profit d'un monde futuriste, uniformisé, auquel nous n'échapperons pas. Bien naïf celui qui croit encore que le cinéma est un art visionnaire,
Le travail des auteurs, en particulier des auteurs de science-fiction, a plus à voir avec l'initiation, ésotérique et bien souvent maçonnique, qu'avec l'intuition. Le cinéma est un art du conditionnement sous couvert de divertissement, ses artisans n'ayant droit d'expression que par la volonté de ceux qui les financent. Les films ne prophétisent rien. Ils engagent une méthode qui consiste à préparer le spectateur à accepter des modèles de société. Ce film, L'Âge de cristal, devenu un classique populaire en dépit d'une narration conventionnelle et d'une matière scénaristique relativement pauvre, est cependant un bel exemple de préparation mentale à une société disciplinaire présentée comme fatale.